Très heureuse ce soir de vous parler de ces premiers historiens de Napoléon, car évidemment, il faut un début à toute histoire. Et nous avons décidé ce soir de mettre à l'honneur 5 personnes, dont vous voyez derrière plutôt, presque tous les portraits. Il n'existe pas de portrait connu de l'un d'entre eux, Louis-André Pichon, on y reviendra. Alors pourquoi parler de ces premiers historiens de Napoléon ? Vous le savez, du vivant du règne de Napoléon, il y a un très grand nombre d'écrits qui existent et qui décrivent ses actions, qui les vilipendent, qui les louent, qui les critiquent. Cette production est de toute nature, très outrancière, très grossière, jusqu'à quelque chose de très laudatif. Et dès 1814 émerge tout de même ce qu'on pourrait appeler une première école sur Napoléon. Et ce qui est très intéressant dans le cas de cette première école, c'est qu'elle est le fruit d'hommes qui ont côtoyé l'empereur. Ce que je vous propose ce soir, c'est d'écouter, de lire ces histoires qui ont été écrites par des témoins de l'Empire, mais des témoins acteurs, en fait. Ces 5 hommes, que sont Louis-André Pichon, Vincent-Antoine Arnauld, Jacques de Norvins, Antoine-Claire Thibaudeau et Édouard Bignon, sont des hommes qui ont servi Napoléon dans l'administration civile et diplomatique. J'ai volontairement exclu le militaire, d'une part parce que le conférencier a tous les droits et que je n'apprécie pas particulièrement l'histoire militaire, et d'autre part, je le dis parce que j'ai écrit un article sur un maréchal et je me suis vraiment aperçue que moi et les relevés militaires, voilà, c'était pas tout à fait une grande histoire d'amour, mais en tout cas parce qu'il y avait aussi une vraie cohérence à parler de ces histoires qui, vous allez le voir, dès le début, se sont identifiées comme des histoires particulières en opposition justement à ces récits militaires. Ce qui est aussi très intéressant dans le choix de ces 5 hommes, c'est que chacun incarne un peu une typologie particulière de l'histoire impériale. Chacun a produit une œuvre, alors qui lui est propre, c'est un truisme bien sûr, mais qui répond à un type, à une caractéristique. On va le voir, et c'est ça aussi qui fait que l'histoire napoléonienne s'enrichit constamment, c'est qu'elle a un éclairage particulier et vraiment qui du coup suscite des réponses. Ce qui est aussi assez intéressant dans le choix de ces 5 hommes, c'est qu'ils appartiennent à la même génération. Ils sont tous nés entre 1765 et 1771. Pour le dire différemment, ils n'ont que quelques années d'écart avec Napoléon. Et on sait toute l'importance aussi d'appartenir à une même génération sous la Révolution, le Consulat et l'Empire. Donc ce sont aussi des hommes qui ont vécu les mêmes événements et qui les relisent 1 an, 15 ans, 20 ans après, parce que ces 5 récits qu'ils nous font s'échelonnent de 1814 à 1830. Donc c'est vraiment resserré dans le temps et c'est cette première vague de récits napoléoniens qu'on va suivre ce soir. Donc ce que je vous propose, c'est de les étudier selon leur ordre chronologique de publication. C'est tout à fait normal, ce qui nous permet aussi de voir l'évolution. On n'écrit plus la même histoire en 1814, en tout cas en 1830 qu'en 1814. Pourquoi ? Parce que d'une part, vous avez le recul du temps qui passe, ce n'est certes que 15 ans, mais de même qu'aujourd'hui, on n'écrit plus la même chose qu'en 2010. Donc là, recul du temps. Et puis, on va le voir aussi, la matière première dont ces historiens disposent évolue. Et en tout cas, elle s'enrichit considérablement, que ce soit dans les archives ou dans la publication d'autres récits historiques auxquels ces historiens ont accès. Donc c'est ce qu'on va voir un peu ce soir, comment on écrit l'histoire de l'Empire et de l'empereur quand on a côtoyé l'empereur, et quelles réflexions on livre 15 ans après avoir été un membre de l'administration impériale. Alors le premier, Louis-André Pichon, c'est celui que j'ai qualifié d'adversaire acharné. Vous avez la première page de l'ouvrage qu'il a écrit, donc le 25 avril 1814, soit 2 semaines après la première abdication de l'empereur, de l'État de la France sous la domination de Napoléon Bonaparte. L'avertissement, alors j'espère que vous le lisez, sinon je vous en fais part, donne tout de suite le ton que Pichon veut inculquer à l'ouvrage, et en tout cas le dessin de son écriture. Il s'agit de faire connaître l'organisation du gouvernement atroce dont le chef a succombé sous l'excès de son despotisme. Voilà, le plan est tracé, nous n'avons plus qu'à suivre. Alors comment expliquer cet objectif ? D'une part,
pour des raisons de franche animosité personnelle entre Pichon et Napoléon, et d'autre part sans doute pour des motifs politiques. Alors un mot peut-être sur Pichon, je ne suis pas totalement certaine que tous le connaissent, je l'ai moi-même découvert il y a une dizaine d'années. Alors Louis-André Pichon est né à Nantes en 1771 et il rentre en fait dans la diplomatie en 1793. Il se trouve aux États-Unis et là on le fait entrer tout simplement dans la légation française des États-Unis. Il y reste quelques années, il revient en France, il est envoyé à La Haye et à Berne. Et puis, une fois le traité de paix conclu avec les États-Unis, il retourne à Philadelphie comme commissaire général. Là, vous avez sans doute ce qui est le plus connu, c'est une lettre que Jefferson lui écrit. Et je ne résiste pas au plaisir de vous présenter le seul portrait que vous avez quand vous tapez Pichon, qui est donc le portrait de sa femme. C'est à peu près la seule femme que nous verrons ce soir. Donc, Madame Brognard, qui est la fille d'Alexandre Brognard, l'architecte. Voilà, donc, une représentation ici par Riesner. Donc Pichon fait sa carrière aux États-Unis jusqu'en 1804, date de l'instauration de l'Empire, contre laquelle il se répand. Il a des propos assez durs sur ce passage à l'Empire, qui reviennent évidemment à Napoléon, qui le rappelle en France, et en 1807, il est destitué. On dit aussi qu'il le fait d'avoir échoué à séparer Jérôme d'Elizabeth Patterson, en tout cas d'avoir fait dissoudre le mariage, est aussi une cause de sa disgrâce auprès de Napoléon. En tout état de cause, il continue sa carrière auprès de Jérôme, cette fois-ci en Westphalie, et il reste dans l'entourage de Jérôme jusqu'en 1812. Lorsque la Restauration, lorsque les Bourbons reviennent en France et sont rétablis, c'est le retour de Pichon sur la scène politique. Il est conseiller d'État, il occupe un poste au ministère de la Justice. Et donc, dès 1814, il a publié cet ouvrage. Donc, on l'aura bien compris, animosité personnelle envers l'empereur qui a brisé sa carrière. Et en même temps, on peut le créditer quand même d'une certaine continuité dans ses principes, parce que si en 1804, il s'est levé contre l'Empire, il y a évidemment tout ce qui est plus logique qu'en 1814, il puisse écrire contre cet empire. Ce qui est assez remarquable, c'est que vous le voyez là dans la table des matières, il n'y a qu'un seul chapitre sur le caractère de Bonaparte. Et on ne saurait trop insister sur le carcan biographique qui vraiment marque les récits de l'Empire. Pour le dire différemment, un récit de l'Empire commence normalement le 15 août 1769 à Ajaccio, comme chacun sait, et on suit ensuite Napoléon, enfin Bonaparte, jusqu'au moment où il prend le pouvoir. Ici, Pichon s'affranchit déjà de ça. Alors, il parle quand même du caractère de Bonaparte, mais ensuite, il va plutôt aller s'attaquer, si j'ose dire, au reste de ces institutions. Alors, peut-être un mot sur justement ce qu'il dit de Bonaparte. Il parle d'une figure animée par la fureur plutôt que par un noble sentiment, un discours dicté par la rage, prononcé ou plutôt haché par la colère, l'intention d'étonner et de tromper plutôt que de persuader et de convaincre. Voilà qui nous change de certains passages ou d'autres histoires qu'on verra après. Et de même, lorsqu'il parle des différents ministères de Napoléon, il a des termes assez forts. Le ministère des Relations extérieures est, je cite, un asile du secret et d'un funeste esprit de conquête, de violence et de despotisme universel. Le ministère de la police générale est, lui, un des plus odieux instruments de la tyrannie. Et la secrétaire d'État est un département parasite. Voilà. Le théâtre est ouvert. Et évidemment, ne trouve grâce à ses yeux que l'Angleterre. Nous avons là une belle phrase, mais quels éloges ne sont pas dus à l'Angleterre? Si Napoléon incarne la tyrannie, évidemment, le seul adversaire de Napoléon, lui, est la planche de salut de l'Europe, et c'est bien à l'Angleterre que Pichon rend des louanges. Ce qu'il faut quand même souligner dans cette œuvre, qui vraiment fait la part belle à la légende noire de Napoléon, telle que Tullard l'a abondamment décrite, c'est que tout de même, il y a des illuminations, en tout cas des vraies fulgurances, en particulier sur le blocus continental. Évidemment, Pichon le voit comme une des causes de la domination, de la construction du système de Napoléon, et le met aussi en avant. Bon, évidemment, de dire que le régime de Napoléon est illibéral, ce n'est pas extraordinaire, mais il le répète aussi, et c'est aussi ce qui fait un peu le sel de cette histoire. Elle n'est pas que biographique. En 1814, il est déjà possible d'écrire une histoire de l'Empire qui se détache de Napoléon. Alors, quelle est la postérité de cette œuvre? Elle est faible, je pense qu'on peut tous le dire ce soir. Elle paraît, il y a des recensions qui paraissent dans la presse, mais sous forme très minimale. Vous voyez là qu'il y a juste un titre
qui apparaît dans le Moniteur universel. Pourquoi ou comment expliquer ce désintérêt j'allais dire, du public envers l'œuvre de Pichon? D'une part, Pichon n'est pas connu. D'autre part, certes, elle paraît après la chute de Napoléon en 1814, mais très vite, après le retour des Bourbons, se développe aussi un sentiment favorable à Napoléon, qui expliquera en partie le retour et les 100 jours. Donc, dans ce contexte, c'est normal que Pichon trouve peu son public. Et puis, cette histoire reste austère aussi. Elle n'est pas illustrée, et donc, elle rencontre un intérêt, somme toute, faible. Ce n'est pas tout à fait le cas de l'histoire d'après, qui est celle d'Antoine Arnauld, que j'ai qualifié peut-être un peu avec outrance d'agiographe. Mais pourquoi agiographe? Parce que Antoine Arnauld, lui, a été un proche de Bonaparte. Il l'a rencontré lors de la campagne d'Italie en 1796 par l'entremise du général Leclerc. Lui, c'est un homme de lettres, c'est un dramaturge, il est l'auteur de plusieurs pièces de théâtre, mais il a gravité dans l'entourage de Bonaparte pendant la première partie, j'allais dire, de son règne. Il a failli partir en Égypte avec lui en 1798. Il est resté en France prudemment, mais il a ensuite fait partie du cercle autour de Bonaparte lorsque celui-ci a préparé le coup d'État de Brumaire. Et dans les mémoires qu'il a écrites, on trouve des éléments très intéressants justement sur les préparatifs de ce coup d'État. Et donc, c'est assez logiquement que lorsqu'il écrit en 1822 une histoire de Napoléon, celle-ci est très laudative. Alors pourquoi écrit-il? Parce que ce n'est pas le tout d'être le proche de Napoléon, d'avoir été chef de la division théâtre. Pourquoi, en 1822, écrire une histoire de Napoléon? Eh bien parce que Napoléon, dans son testament à Sainte-Hélène, donc en avril 1821, cite 3 légataires à qui il confie une mission particulière. C'est d'abord Arnauld. Alors, c'est assez ambigu parce que dans son testament, il faut avoir en tête qu'il dit « je lègue ». Donc, je lègue 100 000 francs à Arnauld, auteur de Marius. Je lègue au colonel Marbeau 100 000 francs. Je l'engage à continuer à écrire pour la défense de la gloire des armées françaises et à en confondre les calomnieurs et les apostats. Au baron Bignon, 100 000 francs. Je l'engage à écrire l'histoire de la diplomatie française de 1792 à 1815. Donc on voit là qu'en fait, Napoléon commande à un trio de proches des histoires, tout simplement, des récits dont il espère qu'ils lui seront favorables. Il connaît Arnauld, il sait qu'il écrit, donc, et on sait dans les conversations de Sainte-Hélène, dont on a la trace dans le mémorial et dans les autres écrits, qu'il avait pensé à Arnauld pour écrire un récit sur sa vie. C'est bien ce que fait Arnauld. Arnauld a tout à fait conscience de la mission qui lui est impartie implicitement par Napoléon. Et dès 1822, donc un an après la mort de Napoléon, il commet cette vie politique et militaire de Napoléon. Là, vous voyez les premières pages de l'ouvrage qui résument bien ses caractéristiques. C'est un ouvrage qui est très abondamment illustré par des gravures. C'est généralement ce qu'on connaît le plus de l'ouvrage d'Arnauld. Juste après, suit une introduction donc, qui pose une fois encore le contexte. Toutes les histoires de la période commencent par ce qu'on a appelé de façon très poétique des péritextes informatifs, donc des avertissements, des introductions, des notes au lecteur ou des notes de l'éditeur qui permet aux auteurs de préciser leurs objectifs. Donc là, pour Arnauld, la chose est très claire. Il s'agit de témoigner. Il a ce statut de témoin et d'acteur. Et pourquoi peut-il témoigner? Parce que Napoléon est mort. Donc en fait, commence déjà cette période où il peut y avoir un recul critique, certes un an après, mais en tout cas où la parole peut se libérer et on peut analyser ce qui vient de se passer. Donc c'est un témoin, ce qui lui donne plus de légitimité qu'un autre pour parler. C'est toujours assez piquant de voir ce qui, de nos jours, au contraire, si on est impliqué dans un événement, on aura plus de mal à avoir une parole neutre. À l'époque, c'est plutôt le contraire qui est mis en avant. C'est un témoin, il connaît son sujet, il peut en parler et il entend en parler dans un but précis qui est de réhabiliter Napoléon, dont il estime que sa réputation a été salie par l'ouvrage de Walter Scott qui vient de paraître. Et c'est quelque chose que Arnauld dit dès l'introduction. Il a la conviction qu'il faut aller contre cet ouvrage et remettre Napoléon à l'honneur. Donc c'est un ouvrage qui a un parti pris très fort et c'est aussi ce qu'il veut dire ici. Alors comment s'organise cette vie politique et militaire de Napoléon? Alors elle s'organise en tableaux. Je pense que le jeu de mots est assez évident entre les gravures qui ouvrent chacun des tableaux et le texte d'Arnauld lui-même.
et elle suit une trame chronologique. Ce que je vous disais, cette histoire commence à Ajaccio. Bon, il y a tout un développement qui n'est pas tout à fait anodin sur le fait de savoir si Napoléon était français ou pas lorsqu'il est né, si la Corse était française, et sur le nom de famille. Je pense qu'il faut le relire à la lumière de ce que Chateaubriand a écrit en 1814, donc quelques années avant. Et ensuite, Arnauld fait défiler la vie de Napoléon. À chaque fois, vous avez des gravures, donc il y en a au total 134, et ces gravures sont essentiellement des reprises de tableaux militaires. Sur les 134, 90 illustrent des scènes de bataille. Donc on a là un lieu commun qui se fait jour, c'est-à-dire qu'un récit d'une histoire de Napoléon, c'est avant tout un récit de ses campagnes, de ce chef conquérant qui a gagné toutes les batailles, ou presque, et qui est entouré de ses hommes, de ses soldats, de ses généraux et de ses maréchaux. C'est assez intéressant, mais ça n'empêche pas Arnauld d'avoir des convictions assez fortes sur Napoléon aussi. Et en conclusion, vraiment à cette page d'introduction répondent 2 pages très travaillées de conclusion. Il revient sur le bilan du règne. Alors évidemment, il accole l'épithète de grand à Napoléon, hein, c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur. Et il rappelle que s'il y a eu des conflits, la responsabilité en incombe à l'Angleterre, évidemment, qui n'a pas tenu ses engagements, mais il concède que Napoléon n'a pas mis en place des institutions libérales. Alors, grand jeu des historiens proches de Napoléon, ces institutions libérales, Napoléon les aurait évidemment mises en place si la paix avait été accordée. Alors cette idée, elle ne vient pas d'Arnauld, elle est dans le mémorial de Sainte-Hélène, hein, elle y figure presque mot pour mot sous cette forme-là, et on voit que Arnauld, alors il n'a pas lu le mémorial, hein, puisque le mémorial paraît en 1823, mais sans doute il a eu connaissance de ce qui s'y était dit. Et puis, c'est une idée qu'on retrouve chez tous les historiens favorables de Napoléon. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Arnauld revient aussi sur certaines accusations qui sont faites autour de Napoléon et il parle aussi de ses sources. Et ça, on ne l'avait pas du tout avec Pichon par la force des choses. Là, pour la première fois, l'historien sent qu'il a quelque chose à apporter du fait de son statut de témoin. Et donc, il rappelle les circonstances dans lesquelles il a rencontré Napoléon en Italie. Et ensuite, il rappelle qu'il a été proche de Bonaparte juste avant le coup d'État de Brumaire. Donc là, on voit que le statut de témoin légitime en fait la véracité des faits, parce que j'y étais, je connais mon sujet, et voici ce que j'ai vécu et ce que j'ai entendu. Et il édite aussi quelques-uns des mémoires et des papiers qu'on peut trouver. Il y a en particulier le plan de campagne de Bonaparte en 1796, avant la campagne d'Italie, qu'il propose au lecteur. Donc, si on devait résumer, on a quelque chose qui commence à ressembler à une histoire qu'on pourrait qualifier de façon très anachronique de scientifique. Donc, une profession de foi de l'historien qui vous explique ses objectifs, les matériaux qui ont été utilisés, la façon dont il construit un ouvrage et qu'il propose au lecteur, du coup, en 1822. Alors, quelle a été la réception de cet ouvrage ? Déjà, il a été nettement plus reconnu que l'ouvrage de Pichon. Vous avez là quelques exemples de recensions qui paraissent dans la presse. Alors, ce sont des recensions qui lui sont plutôt favorables dans la presse libérale, mais la presse royaliste aussi évoque l'ouvrage d'Arnauld. Alors, elle minore totalement la chose, parce que quand elle parle de ça, elle dit « Oui, on vient d'avoir un ouvrage sur un cadet corse ». Voilà. Ce qui, je pense, satisfait les lecteurs de l'époque. Mais en tout cas, la presse reconnaît le style d'Arnauld, reconnaît que l'ouvrage est beau, ça c'est quelque chose, l'argument esthétique est fort, mais en même temps l'ouvrage est cher, parce que 134 gravures, ça vous fait un prix de vente élevé, ce qui fait que la diffusion de l'ouvrage reste relativement confidentielle. Vous avez une seconde édition en 1827 qui voit le jour de façon plus resserrée, mais il n'y a pas réellement un public attaché à l'histoire d'Arnauld. De toute façon, pour nous, ça pose aussi des jalons dans l'historiographie napoléonienne. Et en 1827, vous avez une troisième histoire qui paraît, qui est celle de Jacques de Norvins, qui est lui aussi donc, un acteur de l'épopée impériale, qui a été un administrateur, on va y revenir tout de suite, qui a évolué autour de Napoléon et de son frère Jérôme. C'est une thématique, un fil rouge, de voir l'importance que finalement a eu Jérôme dans la constitution d'un esprit impérial.
Alors là, vous avez un très beau portrait de Jacques de Norvins par Ingres, qui se trouve à Londres, à la National Gallery. Ce qui est très intéressant, c'est de voir la façon dont ces hommes-là se perçoivent au sein de l'administration impériale. Parce que ce portrait, en fait, appartient à une série de plusieurs portraits d'administrateurs français qui a été très bien étudié par Aurélien Lignereux dans son ouvrage. Donc Ingres en portraiture une petite dizaine lorsqu'ils sont à Rome en 1810-1812. Et quiconque voit le portrait voit tout de suite qu'il s'agit de quelqu'un qui est lié à Napoléon. Vous avez la Légion d'honneur, évidemment, la pose très caractéristique, la main dans le gilet, normalement ça vous évoque tout de suite quelque chose, et vous auriez dû avoir derrière la draperie le buste du roi de Rome, mais de façon fort prudente, elle a été dissimulée après par une draperie. L'évocation de Rome est faite pour le coup par la Minerve que vous voyez à votre gauche, puisque vous avez le début du nom de Rome qui apparaît. Donc Ingres, en fait, c'est vraiment cette génération de Français qui est envoyée à l'étranger et qui est très fière d'appartenir à l'administration impériale. Enfin, Ingres, pas du tout, Norvins, pardon, excusez-moi. Lui, il était militaire au tout début, et, en tout cas, il a servi auprès du général Leclerc. Il a été envoyé à Saint-Domingue, et lorsqu'il est rentré en France, il est passé au service de Jérôme, dont il était le chambellan. À Cassel, il a aussi été envoyé dans le Grand-Duché de Bade comme diplomate, toujours pour Jérôme, et ensuite il a été nommé à Rome directeur général des anciens États romains. Et après 1815, donc il n'était plus dans l'administration par la force des choses, mais il a continué une carrière de publiciste, toujours dans la lignée de son engagement envers Napoléon. Il a d'ailleurs travaillé avec Arnaud, dont on vient de parler, à un projet qui s'appelle la Nouvelle biographie des contemporains. C'est un dictionnaire d'une vingtaine de volumes qui vous énumère tous les contemporains les plus connus et qui a très, très nette tendance libérale et contre les Bourbons. Alors cette fierté de Norvins, vraiment qu'on perçoit dans le tableau, évidemment, on l'aperçoit dans l'histoire de Napoléon qu'il écrit. Donc ce n'est pas une commande, c'est lui qui spontanément prend la plume en 1827. Et là, vous voyez dès la préface vraiment l'objectif qu'il s'assigne. Et il rappelle son attachement très fort à Napoléon, qui a été l'étude de sa vie depuis le 18 Brumaire. Donc c'est vraiment quelque chose qui l'anime et qui va présider à son examen de l'histoire de Napoléon. Donc là, vous avez cette longue préface. On pourrait beaucoup parler de cette inflation paginale des préfaces au fur et à mesure que les histoires de Napoléon s'accumulent. L'auteur se sent obligé de justifier son propos. Alors cette histoire, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'elle est de plus en plus construite. Vous vous rappelez Pichon, on avait une table des matières où il y avait 15 items. Vous vous rappelez Arnaud, on avait des tableaux, on avait des titres à l'intérieur des tableaux. Et là, on a des ouvrages qui se décomposent en livres, en chapitres et en, titres de paragraphes. Alors cette histoire, elle est biographique, ce qui est assez normal finalement quand votre ouvrage s'appelle « Histoire de Napoléon ». Et on suit Napoléon, une fois encore, de la Corse à Sainte-Hélène, avec les différentes étapes de sa vie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas juste des récits militaires, on a aussi une réflexion sur l'Europe de Napoléon. C'est normal, Norvins a été administrateur, il a porté la voix de Napoléon et surtout de son frère, donc il a participé au système impérial. Et c'est ça aussi qui ressort très clairement de son histoire de Napoléon. Et j'en veux pour preuve ce qu'il dit au sujet de l'Espagne. Alors évidemment, l'Espagne, c'est toujours la partie la plus délicate quand on veut parler de Napoléon et qu'on veut justifier son action. Mais là, en fait, il s'écarte complètement du faux débat qu'il pourrait y avoir. Et lorsqu'il parle de l'Espagne et de la constitution que Napoléon lui a donnée, il a des mots assez clairs et assez forts. Il y voit, je cite, « l'illustration d'une des grandes idées qui inspire tout le règne de Napoléon, celle de régénérer la vieille monarchie européenne et de recréer une vaste société politique conforme aux progrès du siècle. » Alors, pour tempérer le côté inédit, c'est un lieu commun en France au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle de mépriser les Espagnols. Il y a cette idée que nous sommes dans une décadence depuis l'âge d'or qui était au XVIe siècle, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, en partant de l'Espagne, Norvins fait une généralisation. Et il parle d'un projet finalement européen de Napoléon qu'on lit dans le mémorial de Sainte-Hélène, qui pour le coup est paru 4 ans avant et que Norvins évidemment a parcouru. Mais il présente Napoléon comme voulant construire une Europe, donc il y a un projet derrière, ce qui ne l'empêche pas de toute façon d'avoir eu des fautes ou des manquements. Alors ça, c'est quelque chose qui est très clairement assumé par les historiens du 19e siècle, c'est qu'on écrit une histoire,
Ils la jugent impartiale, mais ça ne les empêche en rien d'intervenir et de juger eux-mêmes ce qu'a fait le biographé. L'historien du XIXe siècle est un moraliste, ça veut dire qu'il va lui-même donner son sentiment sur la chose et qualifier les événements. C'est pour ça que, par exemple, Norvins regrette la politique de Napoléon envers l'Autriche. Et alors là, il y a une autre filiation qui est celle de Talleyrand, le ministre des Relations extérieures. Si vous remettez après la bataille d'Austerlitz, Talleyrand vient voir Napoléon et lui propose de ne pas présider à l'abaissement de la maison d'Autriche, mais d'en faire le partenaire de la France, en lui disant justement, sire, profitez de cette occasion, relevez l'empereur d'Autriche, il en sera votre allié. Ce que Napoléon refuse de faire, et ce que Norvins déplore. Il écrit en particulier « Si Napoléon avait su, comme il le devait, continuer la victoire en donnant la paix, la guerre européenne eût fini à Presbourg », donc en 1805. Et de la même façon, il ne loue pas l'alliance franco-russe. On est vraiment dans la filiation de Talleyrand. Le partenaire de la France aurait dû être l'Autriche. Et Norvins, lui, pense bien que l'alliance de Tilsit est une alliance de dupes et que chacun se trompait et que le blocus continental était l'enjeu en fait, de cette alliance, et ce qui a expliqué qu'elle ne puisse pas tenir. De la même façon, attaché à cet équilibre européen, en fait, c'est ce qui se dessine, même si les mots n'y sont pas. Vous avez la France, vous auriez dû avoir l'Autriche, vous aviez la Russie, mais on sent bien qu'elle aurait dû être excentrée. Eh bien, du coup, qu'y avait-il de plus naturel que de recréer le royaume de Pologne, qui aurait joué un rôle d'État tampon, en fait, entre l'Autriche et la Russie, et qui aurait permis en fait, à l'Empire de disposer d'un allié sur ses marches, à la marge de son territoire. Et il a du coup un développement que je trouve particulièrement intéressant sur la Pologne, dont lui pense qu'elle aurait dû être ressuscitée dès 1805, avant même la campagne de 1806, de 1807. Et il explique que Tilsit était l'occasion rêvée pour le faire. Donc 1805 Presbourg, puis la campagne contre la Prusse et la Russie, 1806-1807, et Tilsit 1807. Et donc là, Norvins écrit « À Tilsit, Napoléon pouvait réparer la faute du traité de Presbourg et réalisant une grande idée européenne, formée de la Pologne tout entière et de vastes démembrements de la Prusse, une immense monarchie qui eut à jamais isolé la Russie des frontières germaniques de la France et reléguer ainsi, au-delà du Caucase, les populations belliqueuses de la City d'Europe qui obéissent au tsar et au sultan. Là, il fondait un empire grec ami de la France. » Donc c'est aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on écrit l'histoire de Napoléon, mais au regard de la situation internationale. 1827, on est un an avant l'expédition de Morée, où la France commence à intervenir, en tout cas à regarder ce qui se passe en Grèce. Et donc pour Norvins, Napoléon aurait dû aller plus loin, aurait dû infléchir sa politique européenne aussi. On a donc, je trouve, le début d'une réflexion vraiment sur le système européen tel que Napoléon l'a construit, en tout cas tel que les événements le lui ont imposé, même si ça ne figure pas chez Norvins. Vous avez très peu l'idée que Napoléon réagit a posteriori, qu'il n'est pas animé par un dessein préalable. Ça, les auteurs ne le disent pas. Mais une première réflexion sur son système européen. Alors par contre, on reste sur un jugement sans nuance sur l'Angleterre. C'est toujours la puissance qui a voulu la guerre et face à laquelle Napoléon a été obligé de continuer le combat. Il y a une nuance, et ça montre aussi qu'il connaît sa politique étrangère, c'est que l'Angleterre, c'est le pays de la contre-révolution et qui est incarné par Pitt, ce ministre anglais vraiment qui est l'ennemi absolu de Napoléon. Il aurait pu y avoir une paix si les négociations avec Fox, qui avaient succédé à Pitt, n'étaient pas décédées. Il y a effectivement une tentative de négociation autour de l'année 1806, mais le décès de Fox a tout brisé. C'est toujours très facile après coup de vous dire que vous étiez proche de la paix, surtout quand la suite ne vous donne pas raison. Mais en tout cas, là-dessus, Norvins reste très traditionnel dans ses écrivains favorables à Napoléon. C'est l'Angleterre qui n'a pas permis la paix. Alors, que penser de ce qu'il dit de façon plus générale sur Napoléon ? Parce qu'il y a une réflexion sur le système européen, mais il y a aussi une réflexion, alors celle-là, elle est quand même un peu plus implicite qu'explicite, sur les raisons de l'adhésion des Français à Napoléon. 1827, donc 13 ans après la chute de l'Empire, on en parle toujours, et la figure de l'empereur reste éminemment populaire. Pourquoi ? Parce qu'après sa mort, finalement, sa mort a beaucoup servi Napoléon, on ne le dit jamais assez, mais du coup, toute opposition aux Bourbons trouve aussi, trouve aussi des éléments dans Napoléon. Pour le dire différemment, après 1821, vous avez une alliance des bonapartistes et des libéraux politiques, parce qu'ils ont un ennemi commun, ce sont les Bourbons.
On est sûr que Napoléon ne peut plus revenir au pouvoir et instaurer une dictature, vu qu'il est mort. Donc, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Voilà. Et vous avez ça qui se joue aussi. Et donc, il y a une fascination qui peut s'exprimer pour Napoléon, alors avec beaucoup de nuances, évidemment, puisque vous avez différentes libertés d'écriture. Et c'est aussi ce qu'analyse Norvins à ce moment-là. C'est comment expliquer que les Français aient massivement choisi Napoléon, parce que, en fait, il a incarné les acquis de la Révolution. Donc vous avez un début d'explication sur l'Empire. Est-ce une œuvre individuelle ou est-ce que c'est au contraire une entreprise collective? C'est ça qu'on peut aussi lire chez Norvins, tout doucement, mais ce sont des étapes qui sont petit à petit posées. Et vous avez évidemment une politique de gloire qui satisfait beaucoup de Français. C'est ce qu'il dit lorsqu'il parle de la levée d'hommes qui au début ne rencontre pas beaucoup d'opposition. C'est là le sens des extraits que vous voyez là. Alors, l'ouvrage de Norvins est aussi très richement illustré, avec des gravures moins luxueuses que celles d'Arnaud, mais tout de même, vous en avez un certain nombre, et ces gravures reprennent des éléments évidemment phares de la vie de Napoléon. Là, vous avez le radeau du Niémen à Tilsit, et aussi des cartes de bataille. Là, vous avez la disposition de la bataille de Sarlis, mais il y en a d'autres qui égrènent les 4 tomes de l'ouvrage. Ce qui explique finalement l'ensemble de ces caractéristiques, c'est-à-dire l'enthousiasme et la fidélité envers Napoléon. Et finalement, quand on veut lire un ouvrage sur Napoléon, qu'on fait ce choix, on est content de lire qu'il fut un grand chef d'État. La rigueur et le sérieux du récit, et puis ces illustrations, font que l'ouvrage de Norvins est très, très populaire. C'est un ouvrage, donc là vous voyez pareil des recensions dans la presse, et vous voyez que quand même elles sont très longues et très riches. On va longuement étudier et commenter l'œuvre de Norvins. Tous les journaux le font, que ce soit le Constitutionnel qui a tendance libérale jusqu'à la Quotidienne qui est royaliste. Et on en parle beaucoup et on réédite énormément cet ouvrage. Alors là, vous avez la réédition de 1898, je crois, de mémoire, qui en fait est celle de 1839. Pour le dire différemment, vous avez 5 rééditions en 1835, 7 en 1837 et 9 en 1839. C'était assez facile de retenir. Et dans celle de 1839, vous avez en particulier des gravures de Raffet qui assurent une fois encore le succès de l'ouvrage, parce que vous associez évidemment les thèmes évoqués aux gravures, à tel point que d'ailleurs un écrivain de la fin du XIXe siècle, Léon Bloy, dans ses livres, s'en fait l'écho. Je cite: « Quel souvenir que ces images de Raffet illustrant la pauvre histoire de Norvins qui me paraissait un évangile quand j'avais 12 ans. » Un évangile, c'est bien cela. Et on voit bien que c'est justement l'image qui l'emporte sur le texte ici. Je vous ai mis une mauvaise capture d'écran je crois que c'est le Constitutionnel, qui fait la réclame pour une réédition encore de l'histoire de Norvins. Donc il faut imaginer ce grand bandeau appelant aux souscriptions pour l'ouvrage. Avant l'ouvrage de Thiers, c'est vraiment l'ouvrage le plus populaire, celui qui rencontre le plus grand nombre de lecteurs. D'ailleurs, on le retrouve en fait dans les mémoires des contemporains. Capfig, qui est un écrivain royaliste, en parle. Alors, il n'en parle pas en bien, mais toute publicité est bonne à prendre. Donc, je cite dans un de ses ouvrages de 1836, « Prenez au contraire les travaux de M. Thiers, ils appartiennent tous à la vieille école libérale. Avec plus d'esprit et de netteté, son histoire de la Révolution demeure dans le cercle de l'histoire de Napoléon par M. de Norvins. C'est le même succès parmi la foule qui aime les formules populaires et déclamatoires. C'est la même conception. » Alors, clairement, Capfig ne manifeste pas une grande adhésion à Norvins, mais cela témoigne de l'imprégnation de cet ouvrage. Alors quelqu'un aussi qui a des mots très durs, c'est Stendhal. Pourtant, on sait tout l'attachement de Stendhal à la figure de Napoléon, rappelons-nous de Julien Sorel et du Mémorial, mais dans ses esquisses de la société parisienne, il se moque très clairement de la qualité de l'ouvrage de Norvins. Je vous cite, c'est un peu long, mais c'est assez piquant. Beaucoup de distingués amateurs de littérature à Saint-Pétersbourg et à Berlin transmettent à Paris de très importantes commandes de livres français. Mais quel dégoût ne doit pas être le leur lorsqu'ils reçoivent les écrits publiés pour amuser nos négociants de province? Quelles doivent être les réflexions d'un homme de goût de Munich ou de Turin lorsqu'il reçoit de Paris les mémoires d'une contemporaine, l'histoire de Napoléon par M. Norvins, l'histoire de la guerre en Espagne du général Foy et tout le tas des mesquines publications qui sont tous les jours poffées par les libraires dans les journaux de Paris.
Alors c'est piquant, mais tout de même, cela vous démontre vraiment le niveau d'imprégnation de l'histoire de Norvins. Alors le quatrième homme que nous allons maintenant étudier, c'est Antoine-Claire Thibaudeau. Thibaudeau a cette grande particularité qu'il a plusieurs étapes dans son cheminement d'historien. C'est avant tout un mémorialiste avant d'écrire l'histoire de la période. Alors ça nous permet d'aborder très rapidement cette partie des mémoires qui fleurissent vraiment sous l'Empire. La duchesse d'Abrantès parle de la fièvre des mémoires, et c'est tout à fait le cas. Pour quiconque étudie la période, toute biographie commence par, je pense, une cinquantaine de titres de mémoire sur la chose. Alors pourquoi autant de mémoires? D'abord parce que tous les contemporains ont eu le sentiment de vivre des temps extraordinaires. Ça, c'est quelque chose, ce sentiment d'un temps à nul autre comparable qui revient beaucoup sous leur plume, et donc ils se sentent en droit de témoigner, de dire ce qu'eux, ils ont vécu dans ces temps-là. Il y a un fort sentiment évidemment d'individualité qui légitime la prise de parole, et surtout et toujours, il y a le besoin de se justifier. N'oublions jamais que le mémoire a une connotation judiciaire au tout début. On produit des mémoires dans le cadre de procès, et c'est un peu ce qu'on produit dans le cadre d'un procès de l'opinion. Pourquoi, comment expliquer nos revirements de position entre 1789 et 1815? On écrit des mémoires et on s'y met à son avantage. Et c'est tout à fait ça que fait Thibaudeau au tout début. Alors Thibaudeau est né en 1765 et c'est un avocat qui a été élu à la Convention en 92, et césure marquante de son histoire, il y vote la mort du roi Louis XVI. Il occupe ensuite des fonctions importantes dans les assemblées du Directoire. Il s'écarte prudemment des affaires entre 1797 et 1800, avant que Bonaparte ne l'appelle au Conseil d'État en 1800, où il siège à la section de la législation. En d'autres termes, il est associé à toutes les discussions sur les lois en préparation. Et c'est ça que Thibaudeau dont il va nous entretenir dans le cadre de ses mémoires. Alors, c'est d'autant plus intéressant que Thibaudeau, après 1815, est exilé. Il a rejoint Napoléon pendant les 100 jours. Il a même prôné une dictature de salut public au moment du flottement après Waterloo. Fort prudemment, il quitte la France, et de toute façon, il fait partie d'une liste de proscription en 1816 en sa double qualité de régicide et, d'acteur des 100 jours. Donc il reste à l'étranger jusqu'en 1830, à Vienne et à Bruxelles, et c'est donc depuis l'étranger qu'il fait paraître ses mémoires. C'est à la fois, je pense, se rappeler au souvenir de ses contemporains et témoigner de ce qu'il a pu vivre pendant le consulat. Ses mémoires sont en fait entièrement consacré à cette période du consulat, donc au moment où il était au Conseil d'État, puisque après 1803, il a été nommé préfet des Bouches-du-Rhône, où il a fait toute sa carrière jusqu'en 1814, donc c'est un événement un peu moins marquant. Et alors, ce qui est assez symptomatique dans cette page de l'avertissement de l'éditeur, c'est que vous avez les 3 éléments clés quand vous êtes mémorialiste. Vous rappelez vos fonctions dans un organe important, le Conseil d'État. Vous citez immédiatement votre proximité avec Napoléon Bonaparte. Et enfin, parce que ce sont des mémoires, donc un genre littéraire un peu moins prestigieux que l'histoire, vous annoncez qu'il va y avoir des anecdotes, et donc vous parlez de Joséphine. Enfin, à tout hasard, vous avez là les 3 éléments qui font que normalement vos mémoires vont être lues. Et d'ailleurs, pour poursuivre dans cette veine, le premier chapitre, c'est assez intéressant, il s'ouvre in medias res, vous n'avez rien sur Thibaudeau avant 1799, il s'ouvre par l'installation de Bonaparte aux Tuileries après le coup d'État. Et donc s'ensuit des pages assez étonnantes sur l'organisation de cette translation aux Tuileries, les coiffures, les tenues des gens pendant ces premiers mois du consulat. La suite, c'est un peu la même chose, c'est une alternance entre ce qu'on pourrait vraiment appeler des anecdotes, mais qui en même temps vous renseignent sur cette vie de cour qui se réinstaure, et les grandes discussions qui ont lieu au Conseil d'État. Le chapitre 2, c'est sur l'attentat de la rue Nicaise et sur les considérations qu'il y a eu après. Et on suit Thibaudeau vraiment sur les débats qui animent le Conseil d'État. Il se met en scène de façon très neutre. Son nom apparaît à la 3e personne du singulier comme tout un chacun. Et il met aussi en scène l'opposition du Conseil d'État face à Bonaparte, en particulier au moment de l'instauration de la Légion d'honneur, qui n'était pas passée facilement auprès de ces membres-là. Et donc c'est vraiment ça qu'il va mettre en avant. Et il met aussi en avant les sources qu'il a consultées. Alors ces sources, il en a gardé beaucoup par-devers lui. On ne dira jamais assez que le concept d'archives publiques à l'époque est balbutiant, vraiment, et que les membres de l'administration partent avec leurs papiers. Et donc Thibaudeau, lui, a ça sous la main, et c'est ça qui forme le cœur et le corps de ses mémoires. Mais finalement, ces mémoires, on peut aussi les voir comme une première introduction
à une œuvre qui paraît exactement la même année, qui est, je prends mon souffle, l'histoire générale de Napoléon Bonaparte, de sa vie privée et publique, et de sa carrière politique et militaire, de son administration et de son gouvernement. Donc là, vous avez un propos beaucoup plus vaste. On passe des mémoires, un genre très libre, où l'auteur peut organiser son propos comme il le souhaite, à une histoire générale de la période. Donc ce sont 6 tomes qui sont livrés au public. En l'occurrence, c'est juste, encore une fois, une sorte d'introduction parce que ces 6 tomes s'arrêtent en 1800. Les 3 premiers sont consacrés aux campagnes d'Italie, les tomes 4 et 5 à l'Égypte et le 6e au début du consulat. Mais ce qui est intéressant, au-delà du propos de Thibaudeau, c'est qu'il décide d'expliquer sur quoi se fonde son histoire et pourquoi il publie cette histoire. En fait, il la publie parce qu'il y a de nouveaux matériaux qui ont émergé. C'est vraiment la phrase qu'il dit. Il parle de matériaux qui reposaient la plupart dans le secret et dont la prudence commandait de ne pas réveiller intempestivement des souvenirs trop récents. Alors ces matériaux, il les sépare en 3 catégories. Ce sont d'abord les mémoires et les témoignages oraux des acteurs de la période. Ce sont ensuite les récits historiques, il y en a vraiment de nombreux. Et enfin, ce sont les archives restées inédites, je cite, les pièces venant d'être découvertes. Ces documents, ça vient une fois encore de ses anciennes fonctions, au Conseil d'État, dans les assemblées révolutionnaires, et aussi de papiers que des collègues lui ont confiés. Donc là, on a aussi toute cette idée sous-jacente d'un réseau impérial. On écrit l'histoire, mais on est aussi le porte-parole de ses collègues. Alors là, c'est bon ? Ouais, si la technique me lâche. Et donc, c'est aussi ce qu'on voit, c'est que cette histoire est celle d'un homme, Thibaudeau, mais c'est aussi celle d'un cercle d'impérialistes. Aussi, on parle d'un capital impérial qui se fait jour ici. Alors, toujours très marquant, Thibaudeau parle de ces pièces comme de matériaux pour un procès. On a toujours cette idée vraiment sous-jacente qu'on prépare l'instruction du procès de Napoléon et de sa période, que ce n'est pas lui qui va l'instruire, mais qu'en tout cas, il donne les pièces et il donne le contexte dans lequel elles ont été produites grâce à son esprit critique. Le mot critique revient plusieurs fois sous sa plume. Et enfin, ce qui est non moins intéressant, c'est que donc, ces pièces, elles servent à instruire le procès, mais elles servent aussi à instruire le lecteur, dans le sens premier du terme, et elles figurent à la fin de l'ouvrage dans des pièces justificatives. Donc il y a cette idée qu'on connaît, mais on donne à connaître pour que le lecteur aussi se fasse une opinion et qu'il voit en quoi l'opinion de Thibaudeau aussi était juste ou pas juste. Et ces pièces se mettent au service d'un propos très net, qui est que l'œuvre de Thibaudeau est celle qui va servir à caractériser le gouvernement civil de Napoléon. Il se donne vraiment cet objectif, je cite, « Je veux caractériser Napoléon comme chef suprême du gouvernement de la France ». Pardon. Ce qui est un trait très distinctif de son histoire, et il dit même « ce n'est pas un récit de campagne militaire, c'est certes une part importante, mais ce n'est pas la plus importante du règne de Napoléon ». Là, l'idée, c'est vraiment de montrer Napoléon à la tête d'un gouvernement civil en train de se faire. Alors, ces 6 tomes rencontrent un accueil très faible dans la presse de l'époque, en 1828. Thibaudeau est en exil, donc ceci explique cela. Et je pense que les lecteurs pressentent que nous sommes au début d'une entreprise aussi. L'œuvre s'arrête en 1800, il n'y a pas de raison qu'elle ne continue pas, et donc on pressent que la suite va venir et que du coup Thibaudeau pourra donner sa pleine mesure ensuite. Et c'est le cas à partir de 1834-1835 dans son histoire qui s'appelle « Le consulat et l'Empire » ou « Histoire de la France et de Napoléon Bonaparte ». Là, vous avez les recensions qu'il y a dans la presse à cette époque-là qui sont nettement plus importantes à la mesure de l'histoire que Thibaudeau est en train de faire. Cette histoire de la France, vous en avez là la couverture, elle reprend les traits distinctifs des ouvrages précédents de Thibaudeau. Vous avez énormément de sources, vous avez des pièces justificatives, et il s'agit, une fois encore, de qualifier l'œuvre civile de Napoléon. Alors, l'éditeur le dit dans l'avant-propos, l'auteur a cru reconnaître que l'histoire civile du consulat et de l'Empire restait encore à faire. Il l'a entreprise, sans omettre les parties qui ont été exploitées avant lui, la politique extérieure et la guerre. L'histoire civile, c'est la manière d'être du pays, la véritable vie de l'État. Napoléon s'y personnifie autant, et plus peut-être que dans l'histoire militaire. Ça, je n'en suis pas sûre. Mais en tout cas, c'est une réclame qui est faite et qui rappelle vraiment l'objectif assigné à l'histoire de la France par Thibaudeau, le gouvernement civil.
Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, c'est peut-être la partie où Thibaudeau est le plus à l'aise, parce que nonobstant ce qu'il dit, évidemment, il va vous parler de diplomatie et de guerre, mais en tout cas, sur la partie civile, Thibaudeau émet des critiques envers l'action de Napoléon, et en particulier des critiques sur l'instauration de la noblesse impériale et de la création des majorats. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup d'acteurs impériaux qui ont vécu la Révolution et pour qui l'égalité civile n'était pas un vain mot. Et dans le cas de Thibaudeau, pour la noblesse en particulier, il a des mots très durs. Je cite: « Pour qu'un peuple chez lequel il n'y a plus de noblesse applaudit à son rétablissement, il faudrait qu'il fût tombé dans le mépris de lui-même et frappé de vertige. La création de la noblesse n'avait donc point obtenu l'assentiment de la masse de la nation. » Et de la même manière, il critique plusieurs mesures qu'il juge liberticides sur la création des prisons d'État, la disparition du tribunat. Voilà, il y a plusieurs choses comme ça où on le sent très à l'aise pour en parler. Et alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que Thibaudeau condamne très fermement l'alliance russe. Pardon. Lui, comme beaucoup, en fait, ne juge pas que Alexandre était l'allié parfait de l'Empire en 1807, et au contraire, il pense que l'alliance était truquée dès le début. Et lorsqu'il parle d'Erfurt, donc ce congrès, enfin cette réunion entre les deux hommes en 1808, il parle d'une tromperie d'Alexandre envers l'empereur. Je cite: « Rien n'avait altéré la bonne intelligence et les relations d'intimité établies par le traité de Tilsit entre les empereurs de France et de Russie. Mais ce qu'on ne soupçonnait pas, c'est que l'empereur de Russie était de mauvaise foi, trompait Napoléon et en imposait à l'Europe. » S'il juge l'alliance, en tout cas bancale, ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours le fait d'Alexandre et jamais de Napoléon. L'histoire est toujours quand même dans un seul sens. Alors finalement, cette histoire, que peut-on en retirer? Qu'elle a fourni des éléments considérables pour les historiens de l'Empire à partir de 1835. Elle est extraordinairement bien documentée. D'une part, les sources, on y a fait référence. D'autre part, les recherches historiques menées par Thibaudeau. Quand on regarde, on est capable de retrouver les titres des récits qu'il a écrits, qu'il a consultés. On retrouve plus d'une cinquantaine de titres, et donc il les attribue aussi à leurs auteurs. Il a lu les différents procès-verbaux des assemblées, il a lu évidemment les bulletins de la Grande Armée et une partie de la correspondance diplomatique. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est aussi de voir l'évolution de cet homme qui est d'abord mémorialiste, puis qui ensuite devient l'historien de la période et qui le fait en sa double capacité d'acteur, de conseiller d'État et vraiment d'historien. Il a dépassé aussi ses fonctions du Conseil d'État pour aller chercher d'autres matériaux pour écrire l'histoire de l'Empire. Et c'est ça vraiment qui est intéressant, en plus de cette perspective nouvelle de qualifier le gouvernement civil de Napoléon. Donc on a là un peu, je trouve, une nouvelle inflexion dans l'histoire impériale, la manière dont elle se construit, c'est qu'il ne s'agit plus seulement de décrire un homme, certes adulé ou au contraire décrié, mais il s'agit aussi de construire l'histoire, et pour ça avec des matériaux. Un historien a besoin de sources, et c'est ça aussi qui apparaît. Et enfin, on écrit l'histoire lorsqu'on la questionne. Et donc Thibaudeau l'a questionné du point de vue civil, et maintenant, pour finir, je vous propose qu'on la questionne du point de vue de la diplomatie. Et vous aurez bien compris que j'avais gardé le meilleur pour la fin. Édouard Bignon, donc, qui a été donc, un diplomate sous Napoléon. Vous avez là son portrait. Et qui, lui, a écrit, je le crois fermement, la première histoire diplomatique de l'Empire. Alors, il l'a écrit parce que Napoléon lui a demandé, si vous vous souvenez, tout à l'heure, on évoquait le testament de Sainte-Hélène, où Napoléon lègue 100 000 francs à Arnaud, à Marbeau et à Bignon pour écrire une histoire de la diplomatie française de 1792 à 1815. Alors pourquoi a-t-il choisi Bignon plus qu'un autre? Comment les deux hommes se connaissaient-ils? Eh bien tout simplement parce que Bignon était un membre de l'administration diplomatique depuis 1796. Bignon est né en 1771, il a été professeur de lettres au début de la Révolution, très brièvement engagé dans les armées révolutionnaires, mais lui non plus, l'armée n'était pas sa grande passion, et il a voulu rejoindre la carrière diplomatique dès 1796. C'est Talleyrand qui l'a fait entrer au ministère. De 1796 à 1815, il va gravir tous les échelons de la carrière diplomatique, ce qui est une performance assez rare pour un homme qui n'appartient pas à la noblesse. Il finit ministre plénipotentiaire. Donc,
sans entrer dans le détail vraiment des grades dans la diplomatie, c'est le rang le plus haut avant ambassadeur de France. Pour quelqu'un qui n'est pas roturier, il y a juste une dizaine de personnes qui ont connu une telle évolution parmi les 170 diplomates de Napoléon. Donc c'est vraiment un homme qui a de réelles qualités, de réelles compétences, que Napoléon connaît. Il l'a croisé une petite dizaine de fois dans sa vie. Et il a surtout envoyé en Pologne en 1811, donc juste avant la campagne de Russie, lorsque les relations entre la France et la Russie se dégradaient. Napoléon a eu besoin d'avoir un homme de confiance aux marches de l'Empire, un homme qui était aussi familier de l'administration militaire. Et donc c'est Bignon qui a tenu ce rôle et qui a préparé, en tout cas qui a posé les jalons d'une possible campagne. Et donc après 1815, Bignon a rejoint Napoléon pendant les 100 jours aussi. Après 1815, Bignon reste fidèle à l'empereur. Il est élu à la Chambre des députés à compter de 1817. Il mène une politique assez offensive envers les Bourbons et il ne cache pas son passé napoléonien. Quand vous regardez ses discours, alors c'est évidemment très prudent, hein, surtout sous le règne de Louis XV. Après 1821, il évoque son parcours impérial. Ce sont des périphrases, puis on va de plus en plus vers le mot d'empereur, mais jamais il ne renie son passé. Et on sait que Napoléon, à Sainte-Hélène, a connaissance des discours qui sont dits à la Chambre. Ça lui arrive avec quelques mois de retard, mais il le sait, et c'est donc pour ça qu'il pense à Bignon pour écrire une histoire diplomatique de son règne. En fait, en lui confiant l'écriture de l'histoire diplomatique, Napoléon espère bien que cette histoire lui sera favorable. Parce que pour le dire différemment, pourquoi demander à Bignon ça et pas à Caulaincourt, par exemple? Caulaincourt, qui a été son ministre des Relations extérieures, qui a été son confident lors de la campagne de Russie, au retour de la campagne de Russie. Eh bien, parce que Caulaincourt est un esprit aristocratique et on ne demande pas un tel service à Caulaincourt. Par contre, Bignon, qui a tout de l'homme nouveau dont Napoléon a présidé à la réussite de la carrière, ça oui, on peut lui demander. Et d'ailleurs, dans les cahiers du général Bertrand, tout à la fin de sa vie, Bertrand rapporte que Napoléon cherche un nom en fait pour écrire cette histoire diplomatique. On lui suggère d'Autrive, qui est plutôt un élève de Talleyrand, et Napoléon répond non, il est trop proche de Talleyrand. Voilà, alors que Bignon, lui, on espère que le loyal et féal écrira une histoire qui sera à la louange de Napoléon. Alors ça ne sera pas tout à fait le cas, on va le voir. Cette histoire de France, c'est la plus volumineuse de celles des 5 dont on a parlé ce soir, puisqu'elle fait 14 tomes. Ça apparaît en trois temps. Le premier, c'est 1829-1830, ensuite c'est 1838, et après les tomes sont posthumes, puisque Bignon décède en 41, et c'est son gendre qui va du coup présider à leur publication. Alors, ce qui est très intéressant, de toute façon, tout est intéressant chez Bignon, mais ce qui est très intéressant quand même, c'est les sources qu'il a consultées pour écrire cette histoire diplomatique. Ces sources, elles sont monumentales. Ce sont avant tout les archives du ministère des Affaires étrangères. Alors, ça paraît très logique, mais en 1830, c'est le premier historien qui a accès aux archives du ministère des Affaires étrangères. Elles lui sont ouvertes par le ministre à partir de 1828. Donc il les consulte très largement. Il s'appuie évidemment sur toute la collection des lois et des décrets qui est parue, sur les débats des chambres, sur tout ce que vous trouvez dans les bulletins de la Grande Armée. Et il cite ses références. Une fois encore, cela paraît très convenu, mais c'est le premier historien napoléonien à faire des notes de bas de page dans lesquelles il référence ses citations et ses sources, ce qui permet aujourd'hui de savoir ce qu'il a consulté comme ouvrage, et il en a consulté plus d'une centaine de tous les bords politiques. Il faut le créditer de cette neutralité-là. C'est comme ça que le terme de neutralité s'entend aussi à l'époque. On ne va pas consulter que des ouvrages qui vous sont favorables ou qui vous sont proches. Là, il a consulté les mémoires des adversaires de Napoléon et de ses principaux turiféraires. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a été consulté la presse anglaise et les débats parlementaires anglais pour toujours contextualiser davantage ses travaux. Et enfin, il a suscité des confidences de la part des principaux acteurs de la période. Alors ça, c'est une pratique qui est très courante, on l'a vu dans le cas de Thibaudeau. Bignon, lui, se tourne vers Caulaincourt, vers Daru ou encore vers Maret. Et à chaque fois qu'il y a une confidence qu'il met en avant dans l'histoire de France, il la rapporte à son auteur. Typiquement, il rapporte la réaction de Napoléon lorsqu'il apprend que Villeneuve s'est laissé enfermer par Nelson dans le cadre de ses manœuvres maritimes. Et il dit, c'est Daru qui m'a rapporté la réaction de Napoléon lorsqu'il a appris ça en 1805. Donc c'est tout ça qui fait que l'histoire de France de Bignon est très très riche, et surtout qu'elle est très juste, parce que lorsqu'il édite les morceaux de la correspondance diplomatique, il les édite de façon tout à fait honnête et scientifique. Si vous comparez,
je l'ai fait. L'original est Bignon. C'est une édition tout à fait scientifique qu'il a faite là et qui a servi aux historiens après lui. On a souvent parfois plus cité Bignon que l'original lui-même dans le cas d'études bilatérales entre la France et la Russie. Et fort de ça, Bignon propose une histoire diplomatique qui aurait dû commencer en 1785. Et c'est peut-être là, je pense, le point le plus original de la pensée de Bignon, c'est que cette histoire diplomatique du consulat et de l'Empire, il la rattache à une tradition précédente. Et il ne fait pas du consulat et de l'Empire une sorte d'isolat dans la période historique qu'il étudie. Pour lui, c'est quelque chose qui remonte en fait à l'indépendance des États-Unis, parce que pour la première fois, vous avez un pays qui n'est plus une monarchie, qui rentre sur la scène internationale. Et ce faisant, en fait, il y a une histoire mondiale qui s'écrit dans laquelle la France intervient après, dans laquelle la Révolution française intervient après. Et donc c'est ça aussi qu'il veut donner à voir dans son histoire diplomatique. Alors, c'était le projet, ce n'est pas ce qui a été réalisé parce qu'il a pressenti qu'il allait manquer de temps. Donc il a juste laissé des notes préparatoires et il a réellement commencé son ouvrage en 1799. Cet ouvrage, on l'aura bien compris, c'est une histoire diplomatique. Sur les 145 chapitres qui la composent, plus de la moitié sont consacrés uniquement à la diplomatie. Et quand vous additionnez les paragraphes à droite, à gauche en plus, vous obtenez quelque chose comme 65% de l'ouvrage qui ne parle que de diplomatie. Alors pourquoi ? Parce que vous êtes diplomate, certes, vous savez ce qu'il y a dans les dépêches, mais surtout parce que pour Bignon, c'est la diplomatie qui explique la construction du système napoléonien. C'est vraiment ça pour lui. C'est par la diplomatie, c'est par la domination de l'Europe que Napoléon s'est élevé. Alors ça, c'est par la guerre, mais c'est la diplomatie qui aurait dû consacrer cet état de fait. Si Napoléon avait su faire des traités qui permettaient à tout le monde de repartir en fait en paix, il aurait conservé son empire. Il lie vraiment la diplomatie à la survie du système napoléonien en l'ancrant dans l'histoire. C'est ce qu'on a vu un peu avec les États-Unis. Et l'histoire, en fait, elle porte un nom à cette époque, c'est la légitimité. Ça, c'est un concept aussi de Talleyrand, c'est de vous dire votre régime va durer dans le temps parce qu'il est légitime. C'est un peu l'épreuve de force. C'est ce que Napoléon lui-même avait pressenti lorsqu'il disait « Moi, je ne peux pas me le permettre si je veux léguer l'Empire à mon fils, mais mon fils pourra se le permettre parce que il sera établi depuis 30 ou 40 ans. » Et c'est ça que Bignon voit aussi, c'est de dire que c'est la diplomatie qui est le cœur du système et qui explique l'ascension et la chute de Napoléon. Et de façon très très originale, dans cette approche d'ascension et de chute, il y a un point culminant. Et ce point culminant, il le situe à Tilsit, en 1807. Alors, normalement, nous, ça ne nous bouleverse pas qu'on entende ça, parce qu'on y est habitué. Mais en 1830, pour beaucoup, l'apogée de l'Empire, c'est 1812, c'est le début de la campagne de Russie, lorsque Napoléon s'élance avec ses 500 000 hommes et toutes les nations qui composent sa grande armée. À la rigueur, l'apogée de l'Empire, c'est 1810, si vraiment on veut voir des ferments précédant la chute, c'est le mariage autrichien. Mais de mettre l'apogée de l'Empire et donc le début de la fin en 1807 à Tilsit, ça, c'est vraiment quelque chose de complètement inédit, parce que pour Bignon, Tilsit, c'est aussi le début en tout cas l'émergence de nouveaux enjeux sur lesquels Napoléon n'aura plus la main, qui sont les enjeux turcs et scandinaves, qui sont si importants pour la Russie et que Napoléon va sous-estimer. Et donc c'est ça aussi qui est accroché à Tilsit. Donc ça, c'est vraiment le moment de l'histoire de France, le pivot qu'il met en scène. Donc l'étude de Tilsit, c'est 3 chapitres dans l'histoire de France. C'est une étude article par article du traité de Tilsit qui sont vraiment démontés pour que le lecteur comprenne en quoi c'est vraiment le pivot. Donc ça, c'est vraiment la chose peut-être qu'on pourrait retenir de l'œuvre de Bignon, c'est cette clairvoyance sur la diplomatie, clairvoyance qui est tout de même un peu moins forte sur le jugement qu'il porte sur Napoléon. Alors, en 2 temps, il a bien compris, il incarne bien cette fascination de tous les Français envers Napoléon. Il parle du fait d'être subjugué par Napoléon. Lui-même est très clairement subjugué par Napoléon, ça c'est sûr. Mais il essaye toujours d'émettre des nuances en disant que s'il est subjugué par Napoléon, ça ne l'empêche pas tout de même de concevoir que son régime était en partie despotique et dictatorial, même si, et c'est très très répandu, il le lie aux circonstances. Le fait qu'il y avait la guerre en 1800, que ça a été subi par Napoléon, explique aussi qu'il ait eu besoin d'installer un pouvoir fort. Donc c'est quelque chose qui est tout en nuances, et surtout, ce qui rend la chose assez intéressante, c'est qu'il explique que pourquoi en fait les Français ont suivi Napoléon, exactement comme Norvins l'avait fait avant lui. C'est parce que Napoléon a su incarner la Révolution française. Il a su incarner ses acquis de la Révolution française, les garantir.
Et ces acquis, c'est la liberté et l'égalité civile. Ça, c'est vraiment quelque chose que tout révolutionnaire a à cœur de dire, et c'est ce que Napoléon a su endosser, en tout cas c'est ce qu'il a su paraître endosser, ce qui fait que les Français l'ont suivi, et c'est ce que Bignon relève dans son histoire. Alors cette histoire de France, elle a eu un écho auprès de la presse à l'époque. En fait, il y a deux façons d'étudier la réception de son histoire de France auprès de la presse et des contemporains. Donc la presse libérale se fait l'écho de la parution des tomes de Bignon, d'autant plus que Bignon est un chantre de l'opposition libérale en 1830, donc il y a quand même une sorte de politique de bons procédés qui se met en place. Il y a certains extraits de l'histoire de France qui sont proposés dans le Constitutionnel en 1838. Une fois encore, on voit l'intérêt des Français pour l'Empire. C'est d'une part les négociations diplomatiques, Erfurt, et le mariage de Marie-Louise avec Napoléon aussi, qui fait l'objet d'un extrait. Donc, une campagne de presse quand même plutôt favorable à Bignon. Les journalistes louent la rigueur de son style, la précision des sources. On sent bien que du coup, ils trouvent l'ouvrage un peu austère. Hein, ça, c'est sûr que ce n'est pas, c'est sans doute une des qualités de Bignon, c'est que l'ouvrage soit très bon, très bien sourcé, mais du coup très austère, ce qui fait que le grand public ne s'en empare pas vraiment. Mais par contre, il est lu et abondamment lu par les historiens de l'Empire. Et ça, c'est quelque chose dont Bignon avait conscience aussi. Il a quelques lignes assez troublantes de vérité. Il dit « Je ne pense pas produire l'ouvrage définitif sur l'Empire. Je ne pense pas avoir le style pour le faire, mais je prétends disposer les matériaux dans lesquels les historiens suivants viendront piocher. » Et c'est ça, finalement, qui caractérise vraiment nos 5 histoires de la période. C'est que ces 5 historiens n'avaient pas la prétention de faire une histoire définitive de l'Empire. Ça reste peut-être de l'ordre du fantasme. Mais ce dont ils avaient conscience, c'est qu'ils avaient vécu une période privilégiée, qu'ils avaient les moyens de l'analyser, et que du coup, ils allaient donner ensuite aux historiens d'après les matériaux qui leur serviraient pour écrire l'histoire. Et c'est d'autant plus intéressant que finalement, cette histoire, en fait, qu'ils écrivent, tous les 5, c'est la dernière phase de leur expérience napoléonienne. Ils ont vécu à côté de Napoléon, ils ont servi Napoléon, et après ils ont écrit cette histoire. En fait, jusqu'au bout, ils restent d'une certaine façon dans l'orbite napoléonien, et ce faisant, en fait, ils nous rendent un immense service, parce que nous, on dispose de cette histoire-là, et on peut aussi comprendre comment Napoléon était perçu par ses contemporains, et du coup, la façon dont nous écrivons l'histoire, ça leur est aussi en partie dû, et c'est ce qui fait toute leur richesse. Merci beaucoup.